Bonjour, alors moi je me présente, c'est Brian, j'ai 24 ans, passionné par les voitures anciennes depuis mon plus jeune âge, je pense. Et j'ai eu au fil du temps différentes voitures anciennes et j'en ai encore aujourd'hui au fur et à mesure. J'aime bien les démonter, les remonter, comprendre leur fonctionnement, les faire rouler et tout ce qui va avec la passion pour les voitures anciennes. Et j'aimerais aujourd'hui vous faire part d'une dernière voiture que j'ai achetée il y a très peu de temps qui, mérite une assez grosse révision et pourquoi pas aussi en parler à travers cette vidéo, par exemple, puisque ça sera un peu «du commun» entre guillemets. On est sur une voiture relativement ancienne, assez méconnue. On est sur une voiture datant d'avant 1940. Donc une époque assez particulière puisque après l'arrivée de la guerre, heu, qui fera que ces véhicules-là deviendront assez rares, notamment à cause des bombardements ennemis, des bombardements alliés, des réquisitions françaises, des réquisitions allemandes, des tickets de rationnement, réalisés par l'armée allemande durant la guerre, qui impliquaient que seuls les véhicules, utilitaires pouvaient circuler. Donc ce qui fait que la plupart des voitures berlines ont été découpées, pour bénéficier de ces tickets d'essence durant la guerre. Et puis après-guerre, les rares survivantes ont été laissés, à travers des granges, des garages, remisés dans des parcs extérieurs et on finit épave ou on finit, comme beaucoup à la casse, puisque devenus assez obsolètes avec, leur temps. Et donc ces voitures-là méritent d'être, un peu plus connues, d'être, un peu plus vues à travers les reportages, les vidéos, les rassemblements. On n'en voit jamais, parce que c'est pas des véhicules qui sont à la cote aujourd'hui, de par leur ancienneté, de par, leur conduite, particulière. C'est pas une 205 GTI, c'est pas une Porsche 911. On est sur une voiture vraiment qui roule à 80 à l'heure en vitesse de croisière, avec une direction non assistée, avec, des freins à câble, donc assez particuliers à conduire, où il faut anticiper, les virages, anticiper, ce qui peut venir au fur et à mesure sur la route, mais qui restent des voitures très agréables à conduire, à faire rouler, à entretenir. Elles ont un charme, assez particulier et surtout, elles représentent une époque assez importante, aussi et je voulais à travers cette vidéo vous faire découvrir ou vous refaire redécouvrir, une partie de cette époque-là. Voilà. Alors, nous voici donc sur cette magnifique Peugeot 402 légère de 1938. Alors, est-ce que je pourrais cadrer entièrement? On va essayer. Voici la bête. Les feux ne sont pas allumés, hein, c'est le reflet simplement des feux avant. Donc on est sur la version légère de la Peugeot 402, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc ça veut dire qu'elle a une caisse de Peugeot 302 avec le moteur 402. Un peu comme une sorte de micro berline GTI de l'époque. Quoique après, il y a eu aussi la version 402 B légère avec la caisse de la Peugeot 202. À titre de comparaison, la 402, on pourrait la comparer à, par exemple, la nouvelle 408 de chez Peugeot ou avant avec leur 508, si vous voulez. C'était un peu le haut de gamme que présentait à l'époque Peugeot. Et donc, il y avait les 202, 302, 402. Donc, 202 dans le même style que la 208 actuellement, 302 comme la 308 et 402 comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc, on est sur une voiture qui était une concurrente directe de la Citroën traction avant, sortie en 1934 si ma mémoire est bonne. Et Peugeot ont sorti la 402 en 1935, il me semble. À l'inverse de Citroën, on est sur une voiture assez aérodynamique qui reprend un peu les caractéristiques de base de la Chrysler Airflow à l'époque, qui était un peu comme la première voiture aérodynamique d'avant-guerre produite. Citroën avait néanmoins l'avantage de produire une structure monocoque, donc ça veut dire châssis et caisse soudés ensemble qui ne faisaient qu'un, alors que là on reste sur une construction relativement classique, donc châssis plus caisse. Donc on n'est pas sur une structure monocoque. Après, aujourd'hui, 88 ans après, ça n'a pas vraiment d'impact sur la route. Ce sont des voitures qui sont faites pour rouler, pour se promener, pour se balader, pour profiter, pour rouler un peu décalé de ce qui se fait aujourd'hui et au travers des voitures anciennes Untimer qui sont utilisables quasiment au quotidien. Là, on est sur des freins à câble, on est sur
une direction non assistée avec un volant gigantesque. On est sur une voiture assez simple en termes de conception. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de capteur, il n'y a pas de sonde, il n'y a pas de plastique, il n'y a aucune assistance électronique. C'est purement mécanique. Alors, l'arrière est assez marrant sur cette voiture-là, enfin du moins sur les Peugeot 02. Elles étaient surnommées les queues de castor, puisque l'arrière, comme son nom l'indique, faisait penser donc à une queue de castor. Et l'avant, quant à lui, avait aussi un surnom. On l'appelait le fuseau de Sochaux, parce que l'avant était assez caractéristique, assez unique à son époque, comme on peut le voir. À l'époque, la climatisation n'existait pas, néanmoins on avait la possibilité de pouvoir avoir de l'aération via le pare-brise en fait, avec les molettes qu'on voit ici. On avance le pare-brise au fur et à mesure vers le capot, et on a aussi ces petites aérations ici qui nous servent à avoir de l'air plus ou moins frais au niveau de l'habitacle. À l'époque, les clignotants n'existaient pas, donc on avait des flèches ici intégrées au niveau du tablier avant, de chaque côté. On est sur des roues pilotes, accessoires d'époque, et également là un accessoire assez intéressant, elle possède un magnifique toit ouvrant. Ici on a des portes dites portes suicides, puisqu'elles sont inversées, et on est sur une voiture qui possède une sellerie absolument magnifique, restaurée dans les règles de l'art, on peut le dire. C'est propre, c'est bien fait, c'est bien cousu, c'est bien aligné, c'est bien réglé, c'est bien découpé. L'intérieur, lui aussi, est en parfait état. Banquette, siège, ciel de toit, tout a bien été restauré. Les tapis sont magnifiques eux aussi. Le tableau de bord est complet. On a l'essentiel pour pouvoir conduire. Pas trop, pas assez. Juste ce qu'il faut. La carrosserie, quant à elle, a été repeinte il y a, je pense, une vingtaine ou une trentaine d'années. Globalement, elle est belle, mais présente naturellement des défauts, des balafres liés à son temps, ce qui lui donne aussi un certain charme. On peut le voir, elle n'est pas parfaite. Bon, après, il y a des impacts qui peuvent disparaître avec, par exemple, au stylo ou avec un peu de lustrage. Après, il y a forcément un peu de fleurs de rouille superficielles sur la carrosserie, assez minime, mais bon, voilà. Alignement de la carrosserie qui sera aussi à prévoir. Un lustrage complet aussi, changement des pneus. Repeindre aussi les jantes qui, je pense, sont grises après, au vu de l'état des pneus qui ont eux aussi été repeints. Donc on est sur des vieux Kleber. Et je pense que les roues pilotes, il faudrait les repeindre en beige ou en rouge, comme ça se faisait assez fréquemment à l'époque. Ça, une grosse révision mécanique. Cette voiture, je l'ai entendue démarrer il y a 1 an environ à Bordeaux. Puis après, elle est partie en Normandie par camion et de nouveau jusqu'à chez moi. Et elle mérite néanmoins une grosse révision, puisque ça doit faire au moins 20 ou 30 ans qu'elle n'a pas roulé véritablement sur la route. Donc tout ce qui sera carburation, allumage, refroidissement, direction, silent block, les huiles de boîte de vitesse, de pont arrière, les pneus, les freins. Il y a quand même pas mal de travail en perspective pour pouvoir la rendre fiable et en toute sécurité pour rouler avec elle. Néanmoins, il s'agit d'une excellente base. Elle possède un magnifique gris foncé qui lui va à merveille. Et après, il faudrait que je vous refasse une petite vidéo au niveau de la mécanique. Dans quelques instants, vous pourrez voir ça. Alors, la partie mécanique. On voit que la bobine n'est pas très vieille. L'allumeur a l'air d'être correcte aussi. Après, il manque une durite de refroidissement au niveau du radiateur ici. Après, oui, bien réviser la partie mécanique, c'est important. Voir tout ce qui est tringlerie aussi. Encore ici, les inscriptions d'époque. C'est marrant le look que ça lui confère quand on ouvre les deux capots.
Et surtout, on a un magnifique vérin complètement hydraulique d'époque. Non, je rigole. Mais néanmoins, ça a quand même l'avantage d'être fiable en tout temps, à travers toute époque. L'autre côté, bon, la lumière, elle est en face, mais on voit la partie admission, carburation, échappement qui passe par ici. Après, voilà, courroie aussi à changer, radiateur à démonter, à contrôler. Enfin, il y a du travail en perspective, ça c'est sûr. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et si ce projet de grosse révision vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous referai une prochaine vidéo avec le début de sa remise en route. Voilà, à bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.